Il y a des moments où le quasi-bruit du monde semble insupportable. Ce sont des voix qui crient ce que nous devons être, des réussites qui nous mettent la pression, des attentes qui nous étouffent. Au milieu de ce tumulte, l'esprit se perd et l'âme se tait. C'est dans ce contexte que Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, nous a laissé une carte silencieuse. 10 règles psychologiques que peu de gens suivent, mais qui ont le pouvoir de réorganiser non seulement l'esprit, mais la vie entière. Le silence. Ici n'est pas une absence, c'est une présence. C'est en lui que nous trouvons la clarté pour discerner ce qui est à nous de ce que nous avons simplement hérité des autres. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi parler de silence à une époque où tout exige de la voix, du mouvement, de l'exposition? Précisément parce que l'excès de bruit est la racine de la confusion. Le silence n'est pas un isolement, mais une stratégie. Il nous protège de la précipitation, nous rend notre concentration et nous permet d'entendre ce qui a toujours été en nous. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette vidéo est une invitation à cet éveil. Apprendre à organiser sa vie en silence, non par le bruit des promesses faciles, mais par la discipline invisible qui transforme en profondeur. Avez-vous déjà remarqué que les plus grandes victoires ne sont pas celles que tout le monde applaudit, mais celles que nous remportons seuls, sans témoin? Quand nous surmontons une peur intime, quand nous choisissons le calme au lieu de la colère, quand nous nous relevons en silence après une chute, ce sont des moments de véritable grandeur. Le monde ne les voit pas, mais notre âme les reconnaît. Jung comprenait que la véritable transformation n'a pas lieu sur scène, mais ce qu'il a à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons explorer ici. Comment les règles silencieuses de l'esprit peuvent être la clé d'une vie organisée, forte et libre. Tout au long de cette vidéo, nous allons parcourir des concepts qui, à première vue, semblent éloignés, mais qui sont incrustés dans le quotidien. Le pouvoir du silence intérieur, la paume ombre que nous cachons, les archétypes qui nous gouvernent sans que nous nous en rendions compte, la discipline qui se construit sans applaudissements. Nous ne parlerons pas seulement de théorie, mais de pratique que vous pouvez appliquer immédiatement. Chaque idée sera comme une lanterne allumée dans un coin sombre de l'âme, non pour effrayer, mais pour révéler. Et bien sûr, il y aura de l'inconfort. Car regarder à l'intérieur, c'est affronter ce que nous préférons oublier. Mais il y aura aussi du soulagement, car découvrir que nous ne sommes pas seuls dans ce processus apporte une force inébranlable. Jung nous a montré que derrière l'ombre, il y a de la puissance. Derrière la discipline, il y a la liberté. Derrière le silence, il y a des réponses qu'aucune voix extérieure ne pourrait donner. Si vous vous êtes déjà senti fatigué du bruit, ce contenu est pour vous. Avant de commencer, je veux proposer un exercice de communauté. Écrivez dans les commentaires, tout de suite, une phrase courte qui résume ce que le silence signifie pour vous. Cela peut être un mot, une image, un sentiment. Ce partage n'est pas seulement une interaction, mais une façon de se rappeler que, même dans le silence, nous sommes connectés. Et si cette vidéo vous touche d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez, parce que de cette façon, plus de personnes pourront découvrir que le silence, lorsqu'il est bien compris, est l'arme la plus puissante de la vie. Il y a un silence que l'on n'écoute pas avec les oreilles, mais que l'on sent dans le corps entier. C'est le silence qui s'installe lorsque l'esprit cesse de crier et que le cœur, enfin, respire sans précipitation. Jung disait que rien ne peut grandir au milieu du bruit constant, et c'est peut-être pour cela que notre vie semble si souvent stérile. Nous occupons chaque instant avec des distractions, des bruits et des voix qui ne nous appartiennent pas. Le silence intérieur n'est pas une absence de son, c'est une présence de soi. C'est comme si un brouillard se dissipait et que soudain, nous apercevions le contour des montagnes qui ont toujours été là. Dans la précipitation du monde moderne, le silence est confondu avec de la faiblesse. Mais les sages ont toujours su que c'est là, dans le recueillement, que l'homme trouve sa véritable force. Les stoïciens enseignaient déjà
Celui qui ne maîtrise pas son propre silence ne maîtrisera jamais sa parole. Et Jung, de manière presque poétique, renforce cette idée en affirmant que l'inconscient ne révèle ses secrets qu'à celui qui ose l'écouter. Celui qui cherche l'ordre intérieur doit d'abord créer de l'espace pour entendre cette voix étouffée qui si souvent essaie de nous guider au milieu de la tempête. Imaginez la mer. La surface est agitée, pleine de vagues, d'écume et de mouvements. Mais dans les profondeurs règne un calme inébranlable. L'esprit humain est pareil, bruyant en surface, serein dans les profondeurs. Le silence intérieur est la plongée. Et cette plongée, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas vide. Elle est pleine de vie, pleine de réponses qui ne pourraient pas être trouvées dans la course de la surface. Combien d'erreurs commettons-nous par précipitation? Combien de mauvaises décisions sont nées du bruit, alors qu'il suffisait d'un instant de quiétude pour voir le chemin avec clarté? Ce silence n'est pas atteint uniquement dans les monastères ou les retraites. Il peut être cultivé dans le quotidien, dans l'intervalle d'une respiration consciente, dans la pause avant de répondre à quelqu'un, dans le choix de ne pas réagir immédiatement à la provocation. Carl Jung croyait qu'une grande partie de nos conflits surviennent parce que nous réagissons sans comprendre. Le silence, en ce sens, est une sorte de ponte. Il permet à l'émotion de faire retomber la poussière et à la raison de voir le terrain avec netteté. C'est presque un rituel invisible, mais qui change complètement l'issue des situations. Beaucoup ont peur du silence, parce que c'est là que l'ombre apparaît. En faisant taire les voix externes, nous commençons à entendre les voix internes, celles qui parlent de nos faiblesses, de nos désirs inavoués, de nos blessures ouvertes. Mais c'est justement là que le silence devient thérapeutique. Il n'est pas confortable, mais il est curatif. C'est dans la rencontre avec sa propre ombre que nous découvrons la liberté de ne plus avoir besoin de cacher qui nous sommes. Éviter le silence, c'est comme essayer de couvrir le soleil avec la main, inutile et fatigant. Pensez au nombre de fois où vous avez cherché des conseils, des livres, des vidéos, tout ce qui pouvait apporter une réponse immédiate. Et pourtant, ce dont vous aviez le plus besoin était de rester en silence et d'écouter votre propre intuition. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le silence est cette fenêtre ouverte vers l'intérieur. Lorsque nous apprenons à y demeurer, les bruits extérieurs cessent de commander notre vie et la dédiscipline intérieure commence à fleurir sans effort. Le silence est aussi une forme de haut respect, respect pour son propre esprit qui ne peut pas bien fonctionner sous un excès de stimuli, et respect pour les autres, car écouter vraiment exige de se taire. Combien de fois dans une conversation attendons-nous simplement notre tour de parler sans réellement absorber ce que l'autre nous livre? Le silence n'est pas un vide, c'est une présence. Être silencieux devant quelqu'un, c'est offrir de l'espace pour que cette personne existe entièrement, sans précipitation, sans jugement. Dans le monde numérique, le silence est presque révolutionnaire. Tout le monde parle, peu écoute. Tout le monde veut être vu, peu se permettent de disparaître pendant quelques instants, mais c'est dans ce disparaître que l'être se renforce. Celui qui apprend à organiser sa vie en silence apprend aussi à ne pas dépendre de la validation constante. L'approbation cesse d'être une prison et la solitude cesse d'être une ennemie. C'est le genre de liberté que ni l'argent, ni la célébrité, ni le pouvoir ne peuvent acheter. Une habitude simple pour cultiver ce pouvoir est de pratiquer ce que les stoïciens appelaient la pause consciente. Avant de répondre, avant d'agir, avant de décider, respirez profondément et accordez quelques secondes au silence. Ce geste apparemment petit est capable de transformer une discussion en dialogue, un choix précipité en décision sage, une anxiété en sérénité. Le silence est comme un filtre. Il sépare la réaction irréfléchie de la réponse mûre.
La psychologie moderne confirme ce que les anciens savaient déjà. L'excès de stimuli épuise le cerveau, génère de l'anxiété, compromet la mémoire. Le silence, au contraire, restaure. Il réorganise les connexions mentales, améliore la clarté de la pensée et renforce l'équilibre émotionnel. Il ne s'agit pas de romantiser le silence, mais de reconnaître son pouvoir scientifique, psychologique et spirituel. Le silence n'est pas une absence, c'est un outil actif de réorganisation interne. Mais attention, le silence n'est pas une fuite, mais il ne s'agit pas d'éviter les problèmes ou de se taire face à ce qui doit être dit. Le silence intérieur n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Il nous apprend à différencier ce qui mérite une réponse de ce qui ne mérite pas notre énergie. Jung rappelait que ne pas réagir peut être plus puissant que réagir. Lorsque nous choisissons le bon silence, nous désamorçons les conflits, nous démantelons les attaques et souvent nous gagnons sans élever la voix. En fin de compte, le silence intérieur est le fondement sur lequel toute vie organisée se construit. Sans lui, l'esprit est une pièce en désordre, pleine de bruits et de distractions. Avec lui, chaque pensée trouve sa place, chaque émotion s'apaise calmement, chaque choix naît de la clarté. Il n'y a pas d'ordre extérieur sans ordre intérieur. Et il n'y a pas d'ordre intérieur sans silence. La grande question est, êtes-vous prêt à l'écouter, même s'il révèle des vérités que vous n'aimeriez pas entendre? Il y a des parties de nous que nous préférons cacher. Ce sont des émotions, des impulsions et des pensées que nous jugeons trop laides pour les montrer au monde. Jung a appelé ce territoire occulte le Djombre. L'ombre n'est pas un ennemi, mais un miroir. Elle nous montre ce que nous rejetons en nous-mêmes, mais qui insiste pour vivre caché, attendant n'importe quelle brèche pour émerger. C'est pourquoi nous réagissons si souvent avec colère, envie ou ressentiment, sans même comprendre pourquoi. L'ombre se manifeste lorsque nous essayons de l'ignorer. Nier l'ombre, c'est comme essayer de cacher un incendie sous un tapis. Il ne disparaît pas, il ne fait que grandir, consommant ce qu'il trouve sur son chemin. Il est courant de projeter notre ombre sur les autres. Ce que nous critiquons ou haïssons le plus peut être précisément le reflet de ce que nous n'acceptons pas en nous. Jung disait que tout ce qui ne devient pas conscient revient comme destin. En d'autres termes, si nous n'affrontons pas l'ombre, elle dirige nos choix en silence, sans que nous nous en rendions compte. Affronter l'ombre demande du courage. C'est s'asseoir devant le miroir interne et ne pas détourner le regard. C'est admettre qu'en nous existe aussi l'arrogance, l'égoïsme, la vanité, l'agressivité. Cela ne signifie pas que nous sommes prisonniers de ces aspects, mais que nous ne pouvons les transformer que lorsque nous les reconnaissons. Ce qui est nié gagne en force. Ce qui est éclairé perd le pouvoir de nous dominer. L'ombre cesse d'être un monstre lorsque nous osons lui donner un nom. Le silence, encore une fois, se révèle essentiel dans ce processus. C'est dans le recueillement que nous commençons à percevoir les chuchotements de l'ombre, une irritation sans raison, une jalousie déguisée, une critique féroce de l'autre. Tout cela peut être l'ombre qui demande de l'attention. Si nous sommes toujours occupés, distraits, à courir après les bruits, nous ne percevrons jamais ces signaux. Le silence est la lampe qui éclaire les coins sombres de l'âme. Mais attention, affronter l'ombre n'est pas justifier les erreurs par un « je suis comme ça ». C'est au contraire assumer la responsabilité. C'est reconnaître que les impulsions existent, mais que nous ne sommes pas obligés d'agir selon elles. Le stoïcisme nous enseigne justement cela, que nous ne contrôlons pas ce que nous ressentons, mais nous contrôlons ce que nous faisons avec ce que nous ressentons. L'ombre peut suggérer, mais la conscience est celle qui décide. Il est courant de craindre qu'en regardant l'ombre, nous découvrions quelque chose d'insupportable. Mais Jung insistait sur le fait que l'ombre garde aussi des potentiels non réalisés. Souvent, à côté de la colère refoulée, il y a le courage oublié. À côté de l'envie, il y a le désir de grandir. À côté de la tristesse,
il y a la capacité de sentir profondément. Ce qui semble être l'obscurité peut être la semence d'une vertu, si nous savons la tailler. Imaginez une forêt. Pendant la journée, nous ne voyons que la surface, les arbres éclairés, les chemins clairs. Mais c'est la nuit, dans l'obscurité, que nous percevons des sons, des mouvements et des présences invisibles à la lumière. Il en va de même avec l'ombre. Elle révèle des couches que la conscience superficielle n'aperçoit pas. Celui qui ose entrer dans cette forêt découvre des richesses cachées, mais a besoin de la lanterne du silence et du courage pour ne pas se perdre. Dans la vie quotidienne, l'ombre se révèle dans de petites choses. Le collègue qui irrite trop, le voisin qui dérange, l'erreur d'autrui que nous jugeons avec sévérité. Souvent, ces inconforts ne parlent pas tant d'eux, mais de « nous y de ». Se demander « pourquoi cela me touche-t-il autant ?» est un exercice simple et puissant. La réponse pointe presque toujours vers l'ombre, qui utilise l'autre comme écran pour projeter ses contours. Il ne s'agit pas de vaincre l'ombre, mais de l'intégrer. Celui qui essaie de lutter contre elle finit par être englouti. Celui qui apprend à dialoguer avec elle, cependant, devient entier. Le jun, individuation. Processus central dans la psychologie jungienne, n'est possible que lorsque nous embrassons l'ombre comme une partie de qui nous sommes. Un homme qui nie son ombre vit en guerre contre lui-même. Un homme qui l'intègre vit en paix, même face aux tempêtes. Le silence est le sol fertile de cette intégration. C'est en lui que nous pouvons observer nos pensées sans précipitation, percevoir nos impulsions sans jugement et permettre à l'ombre de se révéler sans masque. À chaque instant où nous cessons de réagir automatiquement, nous donnons de l'espace pour que la conscience grandisse. Et peu à peu, nous apprenons que l'ombre ne doit pas être crainte, mais écoutée. Ce chemin exige de la patience. L'ombre ne se révèle pas d'un seul coup. Elle se montre par fragments dans les situations les plus banales. Le travail est continu, fait de petites observations, de pauses conscientes, de notes dans un journal, de conversations sincères avec soi-même. C'est un processus qui ne se termine jamais, car l'ombre se renouvelle toujours. Mais plus nous la reconnaissons, moins elle nous emprisonne. En fin de compte, l'ombre est une partie indispensable de notre humanité. La nier, c'est se mutiler. L'assumer, c'est marcher vers l'intégralité. Le silence est la clé qui ouvre cette porte. Et chaque fois que nous osons la franchir, nous découvrons que l'obscurité n'était pas une ennemie, mais la gardienne de trésors oubliés. La grande question est, êtes-vous prêt à affronter ce que vous cachez dans l'obscurité pour enfin vivre à la lumière de la conscience ? Il y a un moment dans la vie où la personne réalise qu'elle ne peut plus vivre seulement pour faire plaisir aux autres. Cet éveil est le début de l'individuation. Concept central chez Jung, qui décrit le processus de devenir entier, d'intégrer toutes les parties de l'être, y compris celles qui ont été rejetées ou oubliées. L'individuation n'est pas une destination fixe, mais un voyage continu, où chaque pas est une invitation à se rapprocher de sa propre essence. En pratique, cela signifie apprendre à différencier la voix de la société de sa propre voix intérieure. Depuis l'enfance, nous sommes façonnés par des attentes, être un bon fils, un bon professionnel, un bon citoyen. Mais au milieu de tant de masques, nous perdons le vrai visage. L'individuation est le chemin pour retrouver ce visage. Il ne s'agit pas d'abandonner les responsabilités, mais de les réorganiser pour qu'elles n'étouffent pas l'identité réelle qui réside derrière chaque rôle social. Ce processus exige du silence. Au milieu du bruit extérieur, il est impossible d'entendre ce que le cœur désire réellement. Ce n'est que dans la quiétude que nous commençons à distinguer entre ce qui est imposé et ce qui est authentique. Les stoïciens disaient déjà que celui qui vit selon les applaudissements de la foule meurt selon ses huées. L'individuation est l'antidote à cet esclavage. C'est vivre selon sa propre mesure et non selon la règle d'autrui. Mais le chemin n'est pas simple. L'individuation implique la confrontation.
confrontation avec l'ombre, avec les attentes familiales, avec les exigences de la culture. Souvent, en faisant des pas sur ce chemin, des crises surgissent, ruptures professionnelles, éloignements affectifs, doutes existentiels. Jung croyait que ces effondrements n'étaient pas des échecs, mais des signes de croissance. L'ancien moi doit mourir pour que le vrai moi puisse naître. Imaginez un arbre. Il ne grandit vers le ciel que parce que ses racines s'enfoncent dans la terre. L'individuation est cet enracinement en soi-même, même si, de l'extérieur, le monde ne comprend pas. Il n'y a pas moyen de fleurir sans d'abord supporter le poids de la solitude d'être différent. L'arbre ne demande pas la permission de grandir, il grandit simplement. Il en doit être de même pour l'homme qui cherche l'intégralité. Le silence dans ce parcours est un abritsum et une boussole. Lorsque les voix externes essaient de dicter qui nous devrions être, la pause consciente permet de revenir à sa propre essence. C'est dans cet intervalle que les masques tombent et que nous pouvons nous demander « Est-ce que ce que je fais est vraiment à moi ? Ou est-ce que je l'ai juste hérité des autres ?» Cette question, répétée tout au long de la vie, est l'un des outils les plus puissants de l'individuation. Dans le quotidien, l'individuation peut sembler simple. Dire non quand on disait oui, choisir une voie professionnelle alignée sur les valeurs internes, s'éloigner d'amitiés qui étouffent, consacrer du temps à ce qui nourrit réellement l'âme. Mais chacun de ces gestes exige du courage, car il nous expose au risque de désapprobation. Le courage, cependant, est précisément le prix de la liberté intérieure. Il y a une erreur courante sur ce chemin. Confondre individuation avec isolement ou égoïsme. Devenir entier ne signifie pas se fermer au monde, mais y entrer avec authenticité. L'homme individué n'a pas besoin de crier sa différence, car sa vie devient un témoignage silencieux. Il contribue plus et non moins, justement parce qu'il agit à partir de sa propre intégrité. L'individuation est aussi une réconciliation. Se réconcilier avec l'enfance, avec les parents, avec sa propre histoire, non pas pour nier les blessures, mais pour les intégrer. Jung disait que ce que nous acceptons en nous cesse de nous blesser. L'individuation, c'est accepter que nous sommes faits de lumière et d'ombre, de réussite et d'erreur, de chute et de résurrection. Et malgré tout, nous sommes entiers. En ce sens, l'individuation est profondément spirituelle. Non pas au sens religieux, mais dans celui de donner à la vie un axe, un centre. C'est trouver un objectif qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais qui jaillit du cœur. Cet objectif n'est pas une cible fixe, mais une direction qui guide les choix. Comme le soleil pour le tournesol, il guide le mouvement même lorsque les nuages le cachent. Le silence, une fois de plus, est le sol où tout cela fleurit. Sans lui, l'individuation devient confusion. Avec lui, chaque pas s'aligne sur le rythme de l'âme. Au milieu des obligations et des distractions, réserver des instants de quiétude, c'est comme aiguiser la lame. Cela rend les choix plus clairs et les mouvements plus fermes. En fin de compte, s'individuer est l'acte d'assumer l'auteur de sa propre vie. C'est vivre non comme une copie, mais comme un original. C'est supporter la solitude d'être différent pour conquérir la plénitude d'être vrai. La grande question qui reste est « Jusqu'à quel point vivez-vous selon votre essence ? Et jusqu'à quel point êtes-vous encore prisonnier des attentes qui n'ont jamais été les vôtres ? Il existe des forces invisibles qui façonnent nos pensées, nos choix et même nos relations. Jung les a appelés archétypes. Images primordiales, symboles universels qui habitent l'inconscient collectif et se répètent dans les cultures, les histoires et les mythes à travers les siècles. Ils sont présents dans les légendes anciennes, dans les contes de fées, dans les films modernes, et même dans nos rêves les plus personnels. Ils sont comme des fils invisibles, qui tissent l'expérience humaine, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Lorsque nous parlons d'archétypes, nous parlons de modèles cachés, qui régissent notre vie sans que nous nous en rendions compte. Le héros qui lutte contre le chaos,
le sage qui montre le chemin, l'ombre qui teste notre force. Tous ces personnages ne vivent pas seulement dans les histoires, mais dans nous. Chaque fois que nous faisons face à une crise, à un changement ou à un dilemme, l'un de ces archétypes s'éveille et prend place sur la scène de notre existence. Mais le risque est de vivre comme une marionnette guidée par ces modèles sans conscience. Combien de fois répétons-nous des relations destructrices, des choix erronés, des habitudes de comportement, comme si nous étions prisonniers d'un scénario invisible. Jung croyait qu'en identifiant les archétypes qui agissent en nous, nous cessons d'en être les otages. Le héros, par exemple, peut nous donner le courage de surmonter les défis, mais il peut aussi nous conduire à l'arrogance de la victoire. L'ombre peut révéler des faiblesses, mais aussi ouvrir des portes à l'authenticité. Le silence, une fois de plus, est la clé pour percevoir ces modèles. Lorsque nous nous taisons, lorsque nous ralentissons la précipitation, nous commençons à remarquer des répétitions. La même discussion qui revient avec des mots différents, la même déception qui insiste pour nous rendre visite, le même choix qui conduit à la même impasse. Ces cycles ne sont pas une coïncidence, ce sont des signes qu'un archétype est en action, attendant d'être reconnu. Les archétypes se manifestent également par des symboles récurrents dans les rêves chus. La maison qui apparaît détruite, la rivière qui déborde, la route qui ne se termine pas. Chaque image est un reflet profond de quelque chose que nous demandons à nous-mêmes sans nous en rendre compte. Jung voyait dans les rêves un langage secret. Une lettre écrite par l'âme pour le conscient. Ignorer cette lettre, c'est comme rejeter un message urgent venu de l'intérieur. Dans la vie pratique, observer les archétypes, c'est comme observer le climat. Nous ne contrôlons pas la pluie ou le vent, mais nous pouvons nous y préparer. Reconnaître quand nous agissons sous l'impulsion du guerrier, de la victime ou du soignant nous donne de la liberté. Non pas pour nier l'archétype, mais pour l'utiliser de manière consciente. Au lieu d'être emportés par le courant, nous naviguons avec plus de clarté, choisissant la direction avec fermeté. Les stoïciens diraient que nous ne sommes pas esclaves des dieux externes, mais des dieux internes. Ces forces qui nous entraînent lorsque nous n'avons pas de maîtrise sur nous-mêmes. C'est pourquoi l'exercice de la conscience est vital. Lorsque nous identifions que nous répétons une histoire, nous avons la chance de la réécrire. Le modèle caché cesse d'être une prison et devient un apprentissage. Une erreur courante est de croire que les archétypes ne sont que des concepts abstraits. En réalité, ils se révèlent dans le fait concret du quotidien. Le père qui répète toujours les mêmes phrases à son fils est sous la force d'un archétype. La femme qui s'implique toujours avec le même type de partenaire revit un modèle collectif. Le jeune homme qui ressent le besoin de prouver sa propre valeur à tout instant est sous l'appel du héros. Reconnaître cela est le premier pas pour ne pas vivre en mode automatique. Cette reconnaissance, cependant, exige de l'humilité. Accepter que nous ne sommes pas totalement originaux, que nous portons en nous des histoires ancestrales qui ont traversé les générations. Cela ne signifie pas perdre son identité, mais l'élargir. Comprendre que nous faisons partie d'un tissu plus grand peut apporter de la légèreté. Nos drames cessent d'être des fardeaux isolés et deviennent des chapitres d'un récit universel. Le silence, à ce stade, fonctionne comme un miroir plus net. En lui, nous parvenons à apercevoir les images internes qui nous gouvernent. Au lieu de réagir immédiatement, nous nous arrêtons, observons et demandons « Quel modèle agit en moi maintenant ?» Cette question, posée au bon moment, peut éviter des années de répétition. Intégrer les archétypes ne signifie pas les annuler, mais les équilibrer. Le héros a besoin du sage, l'amant a besoin du guerrier, l'ombre a besoin de la lumière. Lorsque chaque archétype trouve sa place, la vie gagne en harmonie. C'est comme un orchestre. Si un instrument joue trop fort, le son devient confus. Mais lorsque tous jouent ensemble, la musique naît. En fin de compte, percevoir les archétypes, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Nous portons en nous la mémoire de l'humanité entière.
Nos dilemmes ont déjà été vécus, nos peurs ont déjà été affrontées, nos victoires ont déjà été célébrées dans les époques passées. Ce qui reste, c'est le courage de vivre notre version de l'histoire, sans nier les fils invisibles qui nous unissent à l'ensemble. La grande question est, reconnaissez-vous quels modèles ont guidé silencieusement votre vie? Il y a quelque chose en nous qui ne nous appartient pas seulement individuellement. Jung l'a appelé le inconscient collectif, une couche profonde de la psyché où résident des mémoires, des symboles et des expériences partagées par toute l'humanité. C'est comme un océan souterrain, invisible aux yeux, mais qui soutient et connecte toutes les îles que nous sommes. Cet inconscient explique pourquoi des peuples éloignés, sans contact entre eux, créent des mythes si semblables, pourquoi des symboles universels résonnent dans n'importe quelle culture, et pourquoi certaines histoires nous émeuvent même sans que nous sachions exactement pourquoi. L'inconscient collectif se manifeste à travers les rêves, les mythes, les archétypes et les intuitions. Il est présent dans la figure de la mère qui nourrit, du héros qui lutte, du sage qui guide, de l'ombre qui défie. Ces images n'appartiennent pas seulement à nous, mais à toute l'humanité. Lorsque nous rêvons d'une chute, de persécution ou de voyage, nous touchons une dimension qui n'est pas seulement personnelle, mais universelle. Nous portons en nous un morceau de tous ceux qui nous ont précédés. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à répéter le passé, mais que nous portons en nous une bibliothèque secrète. L'inconscient collectif est un dépôt de sagesse ancestrale qui nous parle en symboles et en métaphores. Souvent, l'intuition qui surgit soudainement, ce sentiment de déjà savoir quelque chose sans jamais l'avoir appris, peut être une étincelle de ce réservoir collectif. C'est comme si l'humanité entière, silencieusement, nous prêtait son expérience. Le silence, une fois de plus, est la porte d'accès à ce territoire. Lorsque nous éteignons les bruits de la précipitation, de l'opinion d'autrui et des distractions, nous commençons à entendre des voix plus anciennes. La lecture d'un mythe grec, par exemple, peut allumer en nous une compréhension intime, comme si nous regardions notre propre vie. Cela se produit parce que les symboles parlent directement à cette partie universelle de la psyché, sans avoir besoin de passer par le raisonnement logique. Mais il y a un risque, ignorer cette dimension. Lorsque nous ne reconnaissons pas l'inconscient collectif, nous en devenons les otages. Nous répétons des modèles de comportement sans comprendre pourquoi, nous suivons des histoires qui ne nous appartiennent pas, nous portons des poids qui ne sont pas seulement les nôtres. Souvent, l'angoisse que nous ressentons n'est pas seulement individuelle, mais fait écho à des douleurs humaines qui traversent les siècles. Reconnaître cela ne diminue pas notre responsabilité, mais nous libère du fardeau de croire que tout ne vient que de nous. Dans la vie pratique, l'inconscient collectif se manifeste dans les symboles qui nous attirent ou nous effraient. Une croix, un cercle, un serpent, un escalier. Chacun de ces signes porte des siècles de signification. Jung croyait que prêter attention aux symboles qui apparaissent répétitivement dans notre vie est une façon d'écouter l'inconscient collectif. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des messages codés. Les stoïciens diraient que la sagesse n'est pas seulement individuelle, mais fait partie d'un logos universel, une raison qui soutient le cosmos. Cette idée se connecte directement à l'inconscient collectif. Ce que nous ressentons, pensons ou vivons ne se produit pas de manière isolée, mais au sein d'un tissu qui nous enveloppe tous. C'est pourquoi, en organisant sa vie, il ne suffit pas de regarder seulement à l'intérieur. Il faut aussi comprendre que nous faisons partie d'un flux plus grand. Cette compréhension apporte de l'humilité. Nous croyons souvent que nos dilemmes sont uniques, que nos douleurs sont incomparables. Mais en reconnaissant l'inconscient collectif, nous réalisons qu'il y a quelque chose de commun à toutes les histoires humaines. Cette reconnaissance n'enlève pas le poids de la douleur, mais lui donne un sens. Nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances, ni dans nos quêtes. Le silence face à ce mystère est aussi une révérence.
En entrant en contact avec des symboles universels, nous ressentons la même émotion que nos ancêtres ont ressentie. C'est comme toucher un courant invisible qui traverse les générations. Un mythe ancien peut nous faire pleurer parce que, au fond, il parle de la même blessure que nous portons encore aujourd'hui. Et cette rencontre, silencieuse et intime, nous renforce. Apprendre à dialoguer avec l'inconscient collectif, c'est apprendre à vivre avec plus de conscience. Au lieu de répéter des histoires inconscientes, nous pouvons choisir de nouveaux chemins. Au lieu de rejeter des symboles, nous pouvons les interpréter. Au lieu de nous sentir nager seuls, nous pouvons reconnaître l'océan qui nous soutient. Cette perception change la façon dont nous abordons les défis, car elle élargit notre vision du monde. C'est une invitation à la vie pratique. Observez les symboles qui apparaissent dans vos rêves, dans vos lectures, dans vos rencontres quotidiennes. Qu'essaie-t-il de vous dire? Quelle histoire plus grande représente-t-il? En apportant cette conscience, vous organisez votre propre vie non seulement sur la base de la raison, mais aussi sur la base d'une sagesse qui traverse les siècles. En fin de compte, comprendre l'inconscient collectif, c'est comprendre que nous sommes plus vastes que nous l'imaginons. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais des expressions vivantes d'une mémoire partagée. Le silence nous rapproche de cette grandeur, nous rappelant qu'à l'intérieur de chacun, il y a non seulement une vie, mais l'histoire entière de l'humanité. La grande question est, avez-vous le courage d'entendre cette voix ancestrale qui parle à travers vous? L'autodiscipline est souvent considérée comme un effort pénible, comme une bataille de la force de volonté contre la paresse, les tentations et les distractions. Mais la véritable discipline, selon Jung et aussi les stoïciens, ne crie pas et ne s'impose pas avec violence. Elle est silencieuse. Elle se produit dans le détail presque invisible d'une routine, dans le geste répété sans bruit, dans l'habitude qui se construit brique par brique sans besoin d'applaudissements. La discipline silencieuse est la base d'une vie organisée, car elle est invisible aux autres, mais profondément transformatrice pour celui qui la vit. Dans le monde actuel, on nous apprend à montrer des résultats, exhiber le corps parfait, afficher des réussites, divulguer chaque pas de productivité. Mais la discipline silencieuse ne se soucie pas des spectateurs. Elle se produit lorsque vous vous réveillez plus tôt pour écrire, lorsque vous choisissez le repas qui nourrit au lieu de celui qui distrait, lorsque vous respirez profondément avant de répondre avec colère. Il n'y a pas de public, mais il y a de la croissance. Le silence préserve la force de ce mouvement, car il n'est pas pour les autres, il est pour soi-même. Jung rappelait que la véritable transformation naît de petits actes cohérents. Tout comme un arbre ne grandit pas du jour au lendemain, mais se renforce à chaque saison, l'autodiscipline silencieuse se construit dans le temps. Ce n'est pas un changement brusque, c'est une constance patiente. La discipline bruyante, celle qui cherche la reconnaissance, est fragile. La silencieuse, celle qui se fait dans l'intimité, est inébranlable. Les stoïciens enseignaient que l'homme libre est celui qui se maîtrise lui-même. Et cette maîtrise commence dans les détails. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine isolé, mais de cultiver des pratiques simples qui organisent l'esprit et le corps. Lire quelques pages d'un livre tous les matins, écrire un journal de réflexion, maintenir l'ordre dans l'espace où l'on vit, ce sont de petites actions qui semblent banales, mais qui, répétées en silence, forment le caractère. Le silence, dans ce contexte, n'est pas seulement une absence de parole, mais une absence de justification. Celui qui a besoin d'expliquer constamment sa discipline ne l'a pas encore consolidée. La véritable discipline n'a pas besoin d'être défendue. Elle se manifeste simplement. C'est comme la rivière qui coule sans avoir besoin d'annoncer qu'elle suit son cours. Sa force réside dans le flux, pas dans le bruit. L'autodiscipline silencieuse protège également de la comparaison. Quand personne ne voit vos efforts, vous ne vous mesurez pas à ce que l'autre affiche. La pratique devient intime, libre de compétition. Le progrès est comparé uniquement à vous-même et non à une image externe.
Cela apporte de la légèreté, car cela libère de la pression de correspondre au regard d'autrui. C'est un chemin de intégrité, pas de vanité, mais se trompe celui qui pense que la discipline silencieuse est froideur ou répression. Elle est, en réalité, de la délicatesse. C'est se traiter avec suffisamment de respect pour ne pas se saboter. C'est choisir avec soin les mots que l'on se dit. C'est refuser la précipitation des résultats immédiats en faisant confiance à la constance qui est plus puissante que l'enthousiasme passager. Ce type de discipline ne génère pas de rigidité, mais de l'équilibre. Dans le quotidien, l'autodiscipline silencieuse peut être pratiquée par des gestes presque imperceptibles. Éteindre le téléphone une demi-heure avant de dormir, tenir un carnet de notes de gratitude, faire une promenade en silence à l'aube, éviter les mots irréfléchis dans une discussion. Ce sont des actions qui ne gagnent pas de like, mais qui construisent la sérénité. La grande force réside justement dans le fait que personne n'a besoin de savoir. Jung croyait que la discipline n'était pas une fin en soi, mais un pontme. Elle sert à organiser la vie extérieure de manière à ce que la vie intérieure s'épanouisse. Lorsque la routine est structurée, l'esprit trouve de l'espace pour le silence, et c'est dans ce silence que la conscience s'élargit. La discipline, alors, n'est pas une prison, mais une libération. Elle crée de l'ordre pour que les sens se manifestent sans bruit. Les erreurs les plus courantes sont d'essayer d'embrasser tout en même temps ou de chercher des résultats immédiats. La discipline silencieuse se construit lentement, avec patience. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Il ne sert à rien de répéter 10 heures en une seule journée et d'abandonner ensuite. Ce qui transforme, c'est la répétition quotidienne, brève, constante. La constance discrète l'emporte toujours sur l'intensité passagère. Cette forme de discipline a également un pouvoir stratégique. Dans les conflits, les défis, les crises, celui qui a cultivé la discipline silencieuse maintient le calme. Tandis que les autres s'épuisent dans le bruit, le discipliné conserve son énergie, observe, attend le bon moment. Il n'a pas besoin de réagir à tout, car il a déjà entraîné le silence comme forme de pouvoir. La discipline, en ce sens, devient une défense invisible contre le chaos. En fin de compte, l'autodiscipline silencieuse est l'arme des forts, non pas parce qu'elle impose, mais parce qu'elle soutient. C'est le terrain ferme sur lequel la vie peut être construite, et chaque acte de discipline intime est comme une pierre posée sur ses fondations. Le monde ne le verra peut-être pas, mais vous le sentez. Et un jour, lorsque vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que le silence qui a soutenu vos habitudes s'est transformé en force inébranlable. La grande question est, êtes-vous prêt à pratiquer ce que personne ne verra, mais qui changera complètement qui vous êtes? Il existe en chaque personne un fil délicat qui doit être ajusté constamment. L'équilibre entre la raison et l'émotion. Lorsque la raison domine complètement, la vie devient froide, calculée, stérile. Lorsque l'émotion déborde sans limite, elle emporte comme une rivière en furie, détruisant ce qu'elle trouve sur son passage. Jung croyait que la santé psychique n'est possible que lorsque nous parvenons à permettre aux deux de dialoguer en harmonie, sans que l'un ne réduise l'autre au silence. Les émotions ne sont pas les ennemis de la raison, ni la raison n'est l'ennemi des émotions. L'erreur est de croire que nous devons choisir entre elles. La vérité est que chacune remplit un rôle essentiel. L'émotion donne de la couleur, de l'intensité et de l'humanité à nos expériences. La raison offre une direction, une structure et de la clarté. Sans émotion, la vie est vide. Sans raison, elle devient chaotique. L'équilibre est donc l'art de permettre au cœur et à l'esprit de marcher côte à côte. Le silence, encore une fois, se révèle comme médiateur. Lorsque nous nous taisons face à une émotion intense, nous créons de l'espace pour que la raison apparaisse. Lorsque nous faisons taire l'excès de raisonnement, nous créons de l'espace pour sentir vraiment. Cette pause est comme une respiration au milieu de la musique. Ce n'est pas une absence de son, mais une partie fondamentale de la mélodie.
Le silence ne choisit pas de camp, il donne juste du temps pour que chaque partie s'exprime avec clarté. En pratique, nous avons tous ressenti le poids du déséquilibre. Celui qui vit uniquement par l'émotion regrette souvent les paroles dites dans le feu de l'action, les décisions prises par l'anxiété ou l'impulsion qui a entraîné des conséquences amères. Quant à celui qui vit uniquement par la raison, il perd des connexions humaines, s'éloigne des affections, devient inaccessible même à lui-même. Les deux extrêmes sont des sub-prisons. Et l'équilibre est la clé qui ouvre les barreaux. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler les émotions qui surgissent, mais nous pouvons choisir la façon dont nous y réagissons. La colère peut naître, mais elle n'a pas besoin de se transformer en destruction. La tristesse peut se présenter, mais elle n'a pas besoin de se transformer en désespoir. Il en va de même pour la raison. L'excès de calcul peut empêcher la spontanéité, mais s'il est bien utilisé, il peut protéger des choix précipités. La sagesse est de reconnaître le bon moment pour laisser un côté guider et l'autre se reposer. Imaginez un bateau. Les émotions sont le vent qui fait avancer les voiles. La raison est le gouvernail qui oriente la direction. S'il y a du vent sans gouvernail, le bateau se perd. S'il y a un gouvernail sans vent, il ne bouge pas. Ce n'est que lorsque les deux travaillent ensemble que la traversée devient possible. La vie est ainsi. Il faut du vent pour rêver, un gouvernail pour réaliser. Le silence peut être pratiqué comme un exercice quotidien d'équilibre. Face à une émotion forte, respirez profondément et attendez. Demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion veut me montrer ? Ensuite, laissez la raison entrer et questionner. Quelle décision reflète qui je veux être ? Cette simple pratique nous empêche d'être les otages des impulsions ou les prisonniers de calculs froids. Le silence crée de l'espace pour que l'émotion s'exprime et que la raison la traduise en action consciente. Une erreur courante est de diaboliser les émotions, de les traiter comme des faiblesses à combattre. Mais ce sont des boussoles précieuses. Elles révèlent des besoins, des limites, des désirs. La colère montre où nous avons été envahis. La tristesse indique où il y a eu une perte. La joie révèle ce qui nous nourrit. Le rôle de la raison n'est pas d'étouffer ces messages, mais de les déchiffrer. Le véritable équilibre naît lorsque nous apprenons à écouter les émotions sans nous y noyer. Une autre erreur est de glorifier la raison comme si elle était neutre. La raison peut aussi être contaminée par la peur, l'orgueil ou la rigidité. Elle peut se transformer en justification pour ne pas sentir, en excuse pour ne pas risquer, en prison déguisée en logique. C'est pourquoi il faut aussi faire taire la raison, à certains moments, et laisser l'émotion se souvenir que nous sommes faits de chair, de sang et de sensibilité. Dans la vie pratique, cet équilibre peut être exercé dans des situations simples, en entendant une critique, sentir la blessure qu'elle cause, mais attendre le bon moment pour répondre. En prenant une décision importante, se laisser guider par l'enthousiasme, mais confirmer s'il y a une cohérence avec les valeurs et les objectifs. En vivant une joie, se permettre de sentir intensément sans se soucier des jugements. Chaque geste est un entraînement à l'harmonie. Jung rappelait que l'intégralité humaine n'est pas de choisir un seul côté, mais de intégrer les opposés. Nous sommes raison et émotion, lumière et ombre, conscience et inconscient. L'équilibre n'est pas fixe, c'est un mouvement constant, comme une danse. Parfois l'émotion mène, d'autres fois la raison guide, mais dans tous les cas, le silence maintient le rythme. En fin de compte, trouver l'équilibre entre la raison et l'émotion, c'est apprendre à vivre comme celui qui traverse un pont solide, soutenu par deux piliers. Sans l'un d'eux, la traversée s'effondre. Avec les deux, le voyage devient sûr et beau. La grande question est, avez-vous permis au cœur et à l'esprit de marcher ensemble, ou avez-vous vécu comme le prisonnier d'un seul côté du pont? La véritable liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de n'être esclave de rien. Jung
croyait qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de l'illusion que nous sommes libres, alors qu'en réalité, nous sommes prisonniers de désirs, de peurs et de schémas inconscients. Les stoïciens, eux, rappelaient « Ce n'est pas le monde extérieur qui nous emprisonne, mais la façon dont nous y réagissons. » La liberté intérieure naît lorsque nous comprenons que ce qui importe vraiment ne peut être enlevé par personne. Cette liberté ne signifie pas l'isolement ou l'indifférence, mais la capacité de rester en paix, même face aux tempêtes. Un homme libre intérieurement peut perdre son statut, ses biens, ses éloges, mais il ne perd pas sa sérénité. Il sait que rien d'essentiel ne dépend des circonstances externes. Sa vie n'est pas une feuille emportée par le vent des opinions d'autrui, mais un arbre aux racines fermes, qui se tient debout même si les vents tentent de le déraciner. Le silence est la porte d'entrée de cette liberté. Lorsque nous faisons taire le bruit du monde, nous découvrons que nous n'avons pas besoin d'autant que nous le croyions. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit tout le temps, ni de répondre à toutes les attentes, ni de courir après chaque approbation. Le silence nous montre que nous sommes déjà suffisants, et que l'excès de bruit n'est qu'une tentative de combler un vide que seule la paix intérieure peut combler. La liberté intérieure est aussi la libération de sa propre ombre. Tant que nous ne la reconnaissons pas, nous sommes contrôlés par elle. Nous réagissons par impulsion, nous répétons des erreurs, nous tombons dans les mêmes pièges. Mais lorsque nous éclairons ce qui était caché, nous découvrons que l'ombre n'était pas une ennemie, mais une maîtresse. L'intégrer, c'est cesser d'en être l'otage. Et à ce moment-là, chaque pas cesse d'être une prison et devient un choix conscient. Dans le quotidien, cette liberté se manifeste dans des attitudes simples. Choisir de ne pas réagir aux provocations, garder son calme face aux critiques, refuser la précipitation lorsque le monde exige de la vitesse. C'est le pouvoir de dire non à ce qui n'a pas de sens et oui à ce qui résonne avec l'essence. Ce n'est pas de la passivité, mais de la sélectivité. C'est savoir que l'énergie ne doit être investie que dans ce qui importe vraiment. Les stoïciens disaient qu'un homme libre est celui qui se maîtrise lui-même. Cela ne signifie pas une absence d'émotion, mais la capacité de ne pas être emporté par elles. Cela ne signifie pas une absence de désir, mais la conscience de ne pas être asservi par eux. La liberté intérieure est le pouvoir d'être en paix même lorsque le monde s'écroule, car les fondations sont à l'intérieur et non à l'extérieur. Jung rappelait que cette liberté n'est pas donnée, mais construite. Elle exige un travail quotidien, une connaissance de soi profonde, une discipline silencieuse. Il ne suffit pas de vouloir être libre, il faut identifier ce qui nous retient encore, peur du jugement, attachement aux choses, besoin d'approbation. Chaque fois que nous relâchons un de ces carcans, nous faisons un pas vers une vie plus légère. Il est courant de confondre liberté avec rébellion. Mais la rébellion est encore une réaction. Elle dépend encore de l'autre. La liberté intérieure, au contraire, n'a besoin de rien prouver. Elle est sereine, discrète, silencieuse. Elle est comme la montagne qui reste immobile face au vent. Non pas parce qu'elle lutte contre lui, mais parce qu'elle n'a pas besoin de bouger pour affirmer son existence. Cette liberté est aussi une forme de compassion. Celui qui est libre en lui-même n'a pas besoin de blesser l'autre pour s'affirmer. Au contraire, il devient plus tolérant, car il ne se sent plus menacé. L'opinion d'autrui perd son poids de prison, et l'erreur de l'autre n'est plus vue comme une attaque personnelle. La liberté intérieure transforme les relations car elle nous libère du besoin de contrôler ou d'être contrôlé. En pratique, cultiver cette liberté commence par de petits renoncements. Se déconnecter d'une discussion inutile, se détacher d'une critique, accepter qu'il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Chaque geste de détachement est une brique dans la construction d'une forteresse intérieure. Et peu à peu, nous découvrons que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui a trouvé la stabilité en lui-même. En fin de compte, la liberté intérieure est le plus grand des pouvoirs.
Elle n'est pas donnée par les gouvernements, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne peut pas être volée. C'est la conquête silencieuse de celui qui a appris à organiser sa vie à l'intérieur avant d'essayer de l'arranger à l'extérieur. Et, une fois atteinte, cette liberté devient l'arme invisible qu'aucun bruit extérieur ne peut vaincre. La grande question est, êtes-vous prêt à lâcher les chaînes invisibles qui vous retiennent encore? Nous arrivons à la fin de ce voyage en silence, mais peut-être que le véritable chemin ne fait que commencer en vous. Car rien de ce qui a été dit ici n'aura de valeur si cela reste seulement une idée abstraite. La sagesse de Jung et des anciens stoïciens n'est pas dans des théories gardées dans des livres, mais dans des pratiques vécues au quotidien. Organiser sa vie en silence est plus qu'une technique, c'est une posture, une façon de marcher dans le monde avec fermeté et légèreté à la fois. C'est le geste de respirer profondément quand tout demande de la précipitation, de choisir ses mots quand tout le monde crie, d'écouter avant de réagir. Le silence, nous l'avons vu, n'est pas un vide. Il est discipline, rencontre, courage. C'est en lui que l'ombre se révèle, que l'individuation s'épanouit, que les archétypes nous chuchotent des histoires anciennes et que l'inconscient collectif nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. En adoptant l'autodiscipline silencieuse, nous découvrons que la véritable force n'est pas bruyante. En équilibrant la raison et l'émotion, nous apprenons à traverser les ponts avec fermeté. En conquérant la liberté intérieure, nous réalisons que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui a déjà trouvé ses fondations en lui-même. La vie change lorsque nous réalisons que nous n'avons pas besoin de crier pour être entendus par notre propre conscience. Mais peut-être que la question la plus importante maintenant n'est pas « qu'ai-je appris ?», mais plutôt « qu'est-ce que je vais appliquer à partir d'aujourd'hui ?» Car la connaissance sans action n'est que décoration mentale. Le silence demande de la pratique. Et pratiquer, c'est commencer petit, un moment de pause avant la prochaine décision, un regard honnête sur l'ombre qui insiste pour se cacher, un journal écrit en secret, un renoncement discret à ce qui n'a pas de sens. Chaque acte, aussi petit qu'il puisse paraître, est une brique posée dans la construction d'une vie plus ordonnée et plus libre. Et c'est à ce point que je vous laisse la provocation. De quelles chaînes invisibles avez-vous encore besoin de vous libérer? Quelles voix occupent encore de l'espace en vous et empêchent le silence de révéler sa force? Écrivez dans les commentaires une phrase courte, simple, qui résume ce que vous sentez que vous devez lâcher. Ce partage n'est pas seulement une interaction, c'est un témoignage silencieux. Que nous ne sommes pas seuls dans la lutte contre les chaînes internes. Le silence peut être personnel, mais sa force se multiplie lorsque nous partageons notre voyage. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager. Ces actions, simples et silencieuses, nous aident à continuer à produire des contenus qui touchent profondément et qui apportent une sagesse pratique au quotidien. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour télécharger un e-book gratuit qui vous servira de guide quotidien pour appliquer ces enseignements. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un outil pratique à vos côtés sur ce chemin. Et, enfin, une invitation spéciale. Devenez membre de cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, mais un engagement envers votre propre voyage. Ensemble, nous pouvons créer un espace encore plus fort de réflexion, de discipline silencieuse et de liberté intérieure. La sagesse se renforce lorsqu'elle est partagée, et chacun de vos gestes aide à diffuser ce message. Alors que vous emportiez d'ici non seulement des mots, mais des pratiques, que le silence organise votre vie, et que votre vie, silencieusement, en inspire d'autres à faire de même.